Bonjour, nous sommes à l'école des hautes études en santé publique à Rennes et j'ai l'honneur de rencontrer Virginie Muniglia. Virginie, merci de nous accueillir à l'école des hautes études en santé publique. Quelle est la vocation de cette école ? Alors l'école des hautes études en santé publique, c'est une école qui forme les cadres du secteur sanitaire et social. Donc à la fois des fonctionnaires du secteur sanitaire et social, mais également qui propose des formations universitaires de niveau master et qui comporte également tout un volet recherche sur les questions santé et sociale dans le domaine de la santé publique. Vous êtes enseignante et donc chercheuse en sociologie. Dès qu'il y a un mot en logis, ça fait toujours un peu peur. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer votre champ de travail ? Alors la sociologie, c'est l'étude des phénomènes sociaux. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'individu, mais l'individu dans le groupe social. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est ce que fait le fait de vivre ensemble à l'individu. C'est quoi vivre en société et qu'est-ce que ça a comme répercussion sur l'individu ? Voilà, comprendre les faits sociaux. Je travaille sur les questions de vulnérabilité sociale et notamment la vulnérabilité sociale des jeunes adultes. D'accord. Oui, c'est pour expliquer aux personnes qui nous regardent, ce qui est intéressant pour le service militaire adapté, c'est globalement il y a des tas de choses qu'on sait faire. Normalement, la formation militaire, on sait faire, l'apprentissage de la discipline, de la rigueur, du dépassement de soi, de la valorisation de soi. Mais on s'aperçoit que sur les jeunes que nous accueillons, qui sont en situation de fragilité, il y a des compétences que nous n'avons pas. Et donc on a mis en place toute une dimension, le thème n'est pas exactement exact, mais une approche en tout cas qui nous permet d'aller solliciter des compétences sur des domaines où nous on est un peu moins bon, où on est un peu moins légitime, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici, car nous avons besoin de mieux comprendre cette jeunesse si on veut bien l'accompagner. Nous avons de nombreux cadres qui vont être affectés dans les régiments du service militaire adapté et qui vont être en face à face avec des jeunes qui sont pour la plupart en errance, qui ont décroché du système scolaire, qui ont aussi des soucis au niveau familial, et donc ils sont dans un état de fragilité qui mérite une attention particulière. Et c'est pour ça qu'on souhaitait avoir votre éclairage sur la façon dont on peut accompagner ces jeunes, mieux les connaître, mieux les comprendre, afin de leur apporter tout ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement et leur donner de nouvelles perspectives. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer un petit peu quel est le type de vulnérabilité qu'on rencontre chez ces jeunes ? Alors, les jeunes avec lesquels j'ai travaillé, ce sont des jeunes gens qui ont des parcours très chaotiques en général depuis l'enfance. Alors d'abord, ce sont des jeunes gens qui en général ont un niveau d'études extrêmement bas. Ils ont quitté l'école très tôt, des déscolarisations qui peuvent être autour de l'âge de 12-13 ans. Quelquefois plus tardivement, mais dans la majorité des cas, ils sont sortis sans diplôme du système scolaire, avec quelquefois un CAP ou un BEP, mais dans un domaine qu'ils n'ont pas choisi et sur lequel ils ne mettront pas en œuvre leur intégration professionnelle. Donc des scolarités très chaotiques, avec des scolarisations précoces, et puis également, lorsqu'ils ont une expérience sur le marché de l'emploi, des parcours professionnels eux aussi très chaotiques avec des expériences professionnelles très brèves, souvent dans des emplois peu gratifiants, en bas de la hiérarchie sociale, mal rémunérés, dans des conditions d'emploi très très difficiles qui ne les aident pas à s'investir dans leur milieu de travail. Donc on a beaucoup de ruptures d'emploi en cours d'emploi, c'est-à-dire que ce sont des jeunes gens qui vont par exemple commencer un apprentissage, ils vont passer 15 jours en apprentissage et puis du jour au lendemain ils disparaissent, ils claquent la porte. Éventuellement ils s'énervent, ils peuvent claquer la porte après un gros coup d'éclat, ils mettent fin à un CDD très rapidement, ils vont faire un peu d'intérim, mais en général ça dure rarement longtemps, ils se découragent très vite dans les conditions. Et peu importe en fait d'une certaine façon le cadre qu'ils peuvent avoir, le cadre juridique, le cadre, lorsqu'on est en emploi il y a des règles.
donc que ça soit le règlement intérieur, mais simplement le cadre juridique d'un contrat de travail. Et donc, a priori, ce que vous nous dites, c'est que ça n'a pas forcément d'importance. S'ils ont envie de partir, s'ils décrochent, ils partent. Ils se sentent attachés à rien. Ils trouvent, alors, parce qu'ils trouvent très peu de gratification dans les emplois qu'ils s'occupent. Voilà, des milieux d'emploi où ils peuvent avoir peu de reconnaissance parmi leurs collègues, quelquefois un patron qui n'est pas toujours à l'écoute, bienveillant. Voilà, ajouter à ça des conditions d'emploi difficiles, la nécessité quelquefois de se lever très tôt, de faire des temps de trajet importants. La plupart du temps, ils n'ont pas le permis de conduire, ils n'ont pas de véhicule, voilà, avec des horaires décalés, très mal rémunérés. Et puis, ça ne correspond pas forcément à ce dans quoi ils s'étaient projetés en termes d'avenir professionnel. Enfin, voilà, ils pouvaient aussi avoir des rêves et quelquefois ces positions d'emploi très subalternes. Où ils peuvent subir aussi des humiliations qui vont avoir des formes d'humiliation publique, hein, parce que la subordination, la position de subordination peut être très mal vécue. Notamment. Oui, excusez-moi. Il y avait un mot, moi, qui m'intéresse, c'est, vous dites, des rêves. Et effectivement, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un manque de projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de... dans projet, on pourrait même dire de projection, c'est-à-dire qu'est-ce que je serai dans un an, qu'est-ce que je veux dans 5, etc. C'est très douloureux pour ces jeunes-là de se projeter, en fait, dans l'avenir. Ils sont très conscients du fait qu'ils ont un très faible niveau d'études. Quand ils parlent de leur avenir, ce dont ils rêveraient, eh bien, même quand ils ont quitté l'école à 12-13 ans et que ça s'est très mal passé pour l'école, hein, c'était très compliqué, leur rêve ce serait de retourner au lycée et de passer le bac. Parce qu'ils ont des rêves de réussite sociale. Donc pour eux, se projeter dans l'avenir, construire un projet professionnel, c'est extrêmement douloureux. Ils sont tout à fait conscients qu'avec leur niveau d'études, ce à quoi ils peuvent aspirer, c'est une position très compliquée sur le marché de l'emploi et des emplois très peu gratifiants qu'ils ont déjà eu l'occasion d'expérimenter. Oui, c'est ça, c'est ce manque de confiance dans les bases qu'ils auraient. Qui fait qu'ils ne peuvent pas se projeter parce que... D'accord, très bien. Et leur possibilité d'avoir un avenir qui les fasse un peu rêver, qui leur donne envie. Lorsqu'on a préparé cet entretien, vous me parliez d'une chose qui m'avait particulièrement intéressé, c'est la radicalisation de la culture de rue pour les jeunes hommes. Alors oui, c'est ce que j'abordais un petit peu tout à l'heure. En fait, pour un certain nombre de jeunes hommes qui ont grandi dans les quartiers d'habitat social, les cités notamment HLM, qui vont concentrer beaucoup de difficultés sociales, on s'aperçoit qu'il y a un développement très fort. Enfin, il y a une culture de rue qui existe depuis le développement de ces quartiers. Enfin, ça a commencé avec les loupards et voilà, c'est toute une culture très ancienne, mais qui de fait s'est radicalisée ces dernières années avec une prégnance très forte pour ces jeunes hommes, des valeurs de virilité, d'honneur qui passent par la force physique, qui passent aussi par la capacité à s'imposer aux autres et à ne pas accepter justement ces positions à ne pas subir et à ne pas accepter des positions de subordination publique qui sont vues comme des positions d'humiliation. Et donc quand ça se reproduit dans le milieu professionnel et notamment lorsqu'ils se destinent, ou lorsqu'ils expérimentent des emplois dans le milieu tertiaire où ils sont amenés à avoir un comportement qui va intégrer un certain nombre de références qui ne correspondent pas aux références de leur milieu et où ils sont amenés à faire face à un certain nombre de positions de subordination qu'ils doivent accepter, ça va être extrêmement compliqué. Et donc la façon de réagir à ça, c'est aussi une façon d'envoyer balader, de montrer qu'on reprend le dessus dans la situation de subordination. Ce qui va expliquer notamment des conduites d'agressivité, quelquefois de violence physique, parce qu'il faut montrer que on sait s'imposer. Vous abordez le secteur tertiaire, mais je vois au service militaire adapté, on a une large offre de métiers, mais qui sont essentiellement des métiers d'exécution, et à travers lesquels on peut certes progresser, mais sur du milieu primaire, secondaire, agriculture, BTP, qui sont quand même des cœurs de métier pour nous.
où le rapport hiérarchique est important, où il y a un chef d'équipe, où il y a, etc. Donc là, on pourrait sentir éventuellement une fragilité et donc une proportion à une certaine violence, puisqu'il y aurait un rapport d'autorité. Ce qui peut m'intéresser, c'est comment vous sentez ce rapport à l'autorité qui est de fait une sorte de rapport de force, si elle n'est pas bien maîtrisée. Alors, le rapport à l'autorité, à partir du moment où elle est légitime, elle va être acceptée, mais pour ça, il faut faire accepter la légitimité de son autorité. D'accord. Voilà. Et qu'elle ne soit pas associée à des situations publiques de subordination. Vous voyez, voilà, que faire passer son autorité ne passe pas par une position où on met l'individu dans une situation d'humiliation, de difficulté au moment où on impose son autorité. Il faut que l'autorité s'impose sans qu'elle ait à être exprimée directement dans la situation. C'est plus une autorité, j'allais dire, puisque notre sujet c'est l'accompagnement, c'est une forme d'autorité de guide, quelqu'un qui est là pour aider, donner les moyens, pour faire prendre confiance en fait dans le jeune et qui se met dans cette position où lui il a les leviers pour aider. Ça serait plus à travers ce prisme-là. L'autorité, elle va être liée à la relation de confiance qui est établie. En fait, c'est la relation de confiance qu'on établit avec les jeunes qui va permettre d'acquérir cette forme d'autorité, montrer qu'on est juste, qu'on est équitable, qu'on sait tenir un cadre, mais qu'en même temps on est à l'écoute. C'est ce qui permet aussi d'imposer d'une certaine manière son autorité, la légitimité de son autorité. D'accord. Alors, je vois bien, par exemple, donc, ces jeunes qui seraient dans un dispositif de formation, d'accompagnement tel que le propose le service militaire adapté, mais ce sont des jeunes qui sont aussi en lien avec leur famille, alors soit en rejet, soit avec une autre forme de relation. Est-ce qu'il y a des choses à connaître sur la façon dont ces jeunes peuvent vivre, je dirais, l'institution familiale ou le manque d'institution familiale, justement? Ça, je pense que c'est une dimension extrêmement importante à avoir en tête quand on travaille avec ces jeunes. C'est la fragilité qu'ils ont du point de vue du lien familial. Ils ont des parcours d'extrême fragilité dans le lien avec leurs parents depuis l'enfance, qui vient largement expliquer leur attitude et la situation qu'ils vivent. Ils ont vécu pour beaucoup des événements traumatisants dans l'enfance, des violences physiques, des violences psychiques. Ils ont pu vivre dans des milieux familiaux où les parents eux-mêmes rencontraient des troubles psychiatriques, par exemple, qui vont entraîner des troubles importants de la relation sociale. Et ils ont vécu des situations d'abandon, des situations de rejet importantes. Ce sont des jeunes gens qui ont grandi dans des familles qui font partie vraiment des parties les plus abîmées de la population. Des familles qui vivent dans des conditions d'extrême précarité, où on a connu le chômage, parfois depuis plusieurs générations, des situations d'alcoolisme, tout un tas de conditions sociales qui ne permettent pas d'élever les enfants dans les bonnes conditions et d'aider les enfants à se construire dans de bonnes conditions. Donc ce sont souvent des enfants qui ont connu les suivis sociaux très tôt, qui peuvent avoir des parcours de placement en protection de l'enfance auprès de l'aide sociale à l'enfance, des parcours qui vont eux-mêmes être très chaotiques, qui ne vont pas forcément leur permettre de compenser le lien familial qui a été défaillant. Donc voilà, tout ça, ça les fragilise énormément, et ce sont de fait des jeunes gens qui sont en général dans une très grande souffrance psychique, avec un très fort manque d'estime de soi, des angoisses, des troubles psychosomatiques, une incapacité à faire face qui vient aussi expliquer l'incapacité à se projeter et la difficulté de la logique de projet qu'on attend dans l'intégration professionnelle. Cette fragilité psychique, elle va aussi beaucoup abîmer leur capacité à s'appuyer sur les autres, à nouer des relations interpersonnelles sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer pour leur confiance en eux, leur estime d'eux-mêmes. Donc ce sont souvent des jeunes gens qui ont aussi des difficultés à établir des relations amoureuses, durables et sécurisantes, qui pourraient éventuellement compenser ces relations familiales, mais non, parce que comme ils ont été abîmés dans l'enfance, ils n'ont pas cette confiance et cette capacité à établir des liens pérennes et sécurisants. Ils sont très fragiles de ce point de vue-là. Donc ils sont fragiles dans leurs relations amicales, dans leurs relations amoureuses. Ils ont très peu de soutien autour.
Donc ce sont souvent des jeunes gens qui vivent dans des situations de très grand isolement moral et psychique. Ils ont l'impression qu'ils comptent pour personne, qu'on s'en fiche d'eux et que finalement personne n'a d'intérêt pour leur situation. Donc c'est très aussi compliqué de se projeter dans l'avenir quand on compte pour personne. Si je comprends bien, en fait, dans cette forme d'instabilité, de déconstruction de ces jeunes, il y a aussi, du coup, le seul comportement qu'ils connaissent, c'est finalement cette espèce de fragilité, de déconstruction, comme on l'a dit, et ce qui expliquerait cette génération zapping où je m'investis dans rien parce que finalement rien ne peut durer et rien n'est stable. Alors, je ne sais pas si on parlait de génération, parce que là, on parle vraiment d'une population très particulière et qui a été très abîmée, mais oui, effectivement, ça explique beaucoup les comportements de rupture à répétition. Ce sont des jeunes qui ont tendance à tester et à mettre à mal en permanence la relation. Que ce soit sur le plan des relations interpersonnelles, amoureuses, mais aussi dans les relations d'accompagnement. D'accord. Je crois que vous aviez un exemple assez typique. Moi, j'aime pas lorsqu'on parle d'un individu, c'est la fameuse ménagère de plus de 50 ans, elle n'existe pas. Mais vous m'aviez parlé de Christophe. Oui, alors c'est un exemple typique, mais effectivement, il y en aurait plein parmi les jeunes gens que j'ai pu rencontrer. Christophe, c'est un jeune homme que j'ai rencontré, il avait 23 ans. Et donc, quand il parle de son enfance, il explique qu'il a grandi dans une famille où il avait un père alcoolique et violent, qu'il a plus vu très tôt, dès l'âge de 5-6 ans, son père avait quitté le foyer et vivait loin. Il a vécu une incarcération, enfin voilà. Il a vécu, donc il est resté vivre avec sa mère qui était, et son jeune frère, sa mère qui délaissait régulièrement sa famille, et qui de fait, cette situation de délaissement a conduit à très tôt, dès l'âge de 9 ans, un placement de Christophe à l'aide sociale à l'enfance. Alors Christophe, j'ai repris une citation d'un entretien que j'avais fait avec lui parce que c'est assez explicite sur ce qu'il a pu vivre dans l'enfance. Quand il parle de sa mère, il dit, ma mère en fait, elle croit qu'elle a 17 ans, mais c'est vrai, mais c'est une maladie parce que depuis toute petite elle fait ça. Par exemple, dans le mois, quand une maman reçoit son argent et qu'elle vit avec ses enfants, elle règle ses factures, elle va acheter à manger, elle fait ce qu'une maman devrait faire. Mais elle va faire quoi? Eh ben, elle va aller acheter les gâteaux et elle va me dire je pars à Nice samedi, je reviens dimanche. Et elle va revenir un mois après, des trucs comme ça. Elle ne fait pas attention, donc d'un côté je me dis que c'est pas étonnant qu'on ait été placé avec des parents comme ça. Donc vous voyez, c'est aussi comme ça qu'il relate la relation avec sa mère. Donc Christophe, il est donc placé à l'âge de 9 ans avec son frère cadet en foyer. Et puis au bout de 3 ans, alors qu'il a commencé à nouer des liens d'amitié, notamment dans ce foyer, il est placé en famille d'accueil. C'est très difficile au départ parce qu'il est séparé de ses amis en famille d'accueil, il doit renouer de nouveaux liens. Il finit par accepter, c'est une famille d'accueil très, très protectrice et accueillante, mais malgré tout, voilà, il y a un manque du point de vue de la relation et fugue à répétition, et notamment une fugue très longue où il essaie de retrouver sa grand-mère avec laquelle il a gardé certains liens. Voilà, le juge finit par accepter de confier Christophe à sa grand-mère, mais les relations sont très difficiles avec sa grand-mère. Il a du mal à vivre dans ce cadre familial et il part de nouveau de chez sa grand-mère. À 18 ans, il quitte le système scolaire. Il est à ce moment-là en première année de BEP, ce qui fait qu'il quitte le système scolaire sans diplôme. Et il retourne vivre chez sa mère, il a envie de retester la relation avec sa mère, ça aussi c'est assez classique. Et au bout de quelques semaines, voilà, il s'aperçoit que c'est pas possible. Et de nouveau, cette femme finalement avec laquelle il a pas grandi, il se remet aussi en situation de fragilité émotionnelle. Il se remet en situation de fragilité émotionnelle et il se retrouve sans rien, à la rue pendant toute une période. Au regard de l'exemple de Christophe, on voit bien qu'il y a plusieurs moments finalement dans sa vie. Il y a eu des attentes où il aurait peut-être eu, même s'il a eu une famille d'accueil, et vous l'avez dit, surprotectrice, c'était pas forcément ce qu'il attendait. Est-ce qu'au travers de Christophe, mais plus globalement de ces jeunes que vous avez rencontrés, avec qui vous avez pu discuter, est-ce que vous pouvez définir des attentes? Est-ce que vous sentez, à contrario de tout ce qu'ils ont vécu comme échec, finalement, moi je demande que certains trucs finalement
pour y croire de nouveau. Alors, ce qu'ils ont comme attente vis-à-vis de l'accompagnement qu'on peut leur proposer, c'est avant tout une implication dans la relation interpersonnelle. C'est essentiellement à l'aune de cette implication qu'ils vont apprécier les intervenants, ce qu'ils vont juger comme les bons ou les mauvais intervenants. Ce qu'ils attendent surtout, on a vu, ils sont très fragiles du point de vue de la relation, ils sont très seuls, ils n'ont personne, donc ils ont un besoin de soutien affectif et moral et un besoin de reconnaissance qui est énorme. Et donc, ils attendent une forme de personnalisation de la relation interpersonnelle. C'est aussi pour eux une façon d'atténuer la relation de domination. C'est ce qui va permettre d'atténuer la symétrie de la relation et le fait aussi de sentir un jugement qu'ils ont vécu aussi à travers les multiples suivis sociaux, à travers la distance culturelle qui peut se jouer. Ils ont un sentiment de jugement porté sur leur parcours, sur leur situation, qu'ils ont beaucoup de mal à vivre, et donc cette personnalisation de la relation, elle va permettre d'atténuer ce sentiment de jugement, ce sentiment de domination et d'asymétrie de la relation. Et donc ils vont distinguer deux types de professionnels. Alors, il y a les mauvais professionnels, ceux qui ne s'impliquent pas dans la relation, ceux qui sont blasés par leur métier, qui font ça parce que c'est leur travail et qu'ils sont payés pour ça, en gros. Et puis il y a les bons professionnels. Et les bons professionnels, c'est ceux qui s'impliquent au-delà des attendus du métier, qui donnent plus que ce qui serait attendu par leur position. Il y a quelque chose qui est difficile aussi pour l'accompagnant, de donner ce, j'allais dire, supplément d'âme, ce petit dépassement de la fonction, ce qu'on appellerait chez nous le culte de la mission, c'est-à-dire que voilà, le jeune, je dois l'aider et je vais aller un pas en plus. Quoi. C'est extrêmement difficile, mais en fait c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent, en gros, ce qui serait une démonstration de la vocation. Voilà, il est là par vocation, il a envie de faire quelque chose, il a envie de s'investir dans sa mission, mais il n'a pas que envie de s'investir dans sa mission, il a aussi envie de s'investir dans sa mission pour moi. Pour moi en tant qu'individu, et pas juste parce qu'il est payé pour ça, mais aussi parce que j'ai suscité chez lui une forme de bienveillance, une forme d'attachement finalement. Il y a aussi ça qui est attendu dans la relation. Il y a quelque chose, tout à l'heure on parlait de l'autorité, du rapport à l'autorité. Chez nous, militaires, on a une expression qui s'appelle obéir d'amitié. C'est-à-dire que l'autre, il ne va pas vous obéir parce que vous êtes l'autorité, mais parce que vous avez su tisser un lien de confiance qui dépasse justement la juste relation qui a été imposée par le système. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est exactement ce qu'ils attendent de la relation. C'est ça qui va faire qu'ils vont accepter le cadre éducatif, parce que c'est ça qui va donner un sens à la contrainte. C'est ça qui va donner un sens au cadre. C'est le fait que c'est cette logique de don contre don aussi qui va se jouer dans leur relation. Le fait qu'on s'investisse pour eux, qu'on donne quelque chose pour eux, ils ont envie de donner quelque chose en retour. Et c'est cet investissement de la relation qui va donner du sens à la contrainte qui se joue. Voilà, il y a une contrainte, mais c'est pour toi, c'est pour ton bien, et c'est parce que je m'en fiche pas de toi. Parce que voilà, tu es quelqu'un que j'ai envie de faire avancer. Parce que tu es quelqu'un qui est attachant, qui a plein de qualités, j'ai envie de faire quelque chose pour toi. Il y a un besoin de répéter, de revaloriser progressivement et de façon assez continue. C'est peut-être l'une des clés qu'on pourrait donner, c'est ne pas fournir un effort à un instant T, mais bien donner ce sentiment, quitte à ce qu'il soit progressif, de plus en plus, avec des petits contrats d'objectifs. Est-ce que le contrat d'objectif, par exemple, peut être quelque chose d'impliquant et de recevable par ce jeune? Alors, c'est pas en soi le contrat, mais effectivement l'idée de donner des petits objectifs. Surtout ne pas le mettre en situation d'échec. Ce sont des jeunes gens qui ont vécu des échecs tout au long de leur parcours, ce qui participe grandement à leur faible estime d'eux-mêmes. Il y a peu de choses de gratifiant dans leur vie. Donc leur donner des petits objectifs qu'ils vont être capables d'accomplir, et donc pour lesquels on va pouvoir leur dire « Ah, c'est super, voilà, c'est super, tu vois, tu réussis ». Donc des objectifs à leur mesure, être capable d'adapter ces objectifs vraiment à là où ils en sont, pour leur permettre d'avancer progressivement. Si on met la marche trop haute, on va les remettre en situation. Mais c'est peut-être aussi
au-delà, nous on est dans de la formation professionnelle qui serait ah ben super, t'as bien monté ta cloison en BA13, c'est peut-être juste de dire bah tiens, aujourd'hui j'ai vu que t'avais fait un effort sur ta tenue, t'es impeccable. Ça peut être aussi la valorisation de petits gestes du quotidien pour valoriser les progrès faits. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est aussi, c'est à la fois valoriser les progrès faits, mais c'est aussi se dire que ce sont des jeunes gens qui sont quand même dans le renouvellement de l'échec. Ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la façon dont ils vont tester la relation. À la fois ils testent la relation, mais à la fois ils ont tendance à reproduire des échecs aussi pour... Oui, parce que finalement ils se sont construits que par rapport à l'échec. Et donc finalement enfin bon, on va c'est pas votre domaine ni le mien d'ailleurs, la psychologie et la capacité à répéter toujours les mêmes situations, parce que finalement même si on n'est pas bien, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est une sorte de zone de confort, même si on est sur quelque chose de pas forcément constructif. Et puis c'est une façon de rester acteur. C'est-à-dire que provoquer l'échec soi-même, c'est se dire bon bah j'ai pas réussi, mais c'est parce que moi je voulais pas. Donc c'est pas parce que je suis pas capable aussi. C'est aussi une façon de se protéger. Acteur J'ai été acteur. Ouais. Il y avait une notion sur laquelle sur l'accompagnement. Oui, par rapport à tout ce qu'on a dit au début, ils sont capables de zapper. Ils sont capables justement du jour au lendemain de partir. Est-ce que justement lorsqu'on a construit ce lien de confiance, à la moindre anicroche, est-ce qu'ils sont capables? Est-ce que c'est gagné? Est-ce que lorsqu'on a construit cette relation de confiance, et je vois bien qu'il y a une question de temps, il y a et le test aussi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une forme de test où je vais, par exemple, s'il faut que je me lève à l'heure, et ben je vais pas me lever à l'heure juste pour voir la réaction de l'autre. Est-ce que vous avez mesuré ce rapport au temps Alors, de fait, ce test de la relation qui se reproduit régulièrement, ce qui va fonctionner, c'est aussi de sentir que le lien perdure, même si eux cherchent à mettre la relation en échec à tout prix. C'est-à-dire, ce sont les professionnels de l'accompagnement avec qui ça va fonctionner, ce sont les professionnels qui vont laisser la porte ouverte, malgré l'échec. Malgré la mise en tension du lien, malgré la mise à l'épreuve permanente. C'est-à-dire, ok, là tu te comportes comme ça, je te pose des limites, moi j'accepte pas ça, mais si tu corriges ton comportement, il n'y a pas de souci, tu reviens, on repart à zéro, on reprend là où on en était. Et donc il y a cette possibilité cette pérennité du lien qui va être garantie par le fait que, effectivement, l'intervenant il pose des limites, il dit là c'est pas possible, mais c'est possible de revenir, c'est possible de revenir. La porte elle est toujours ouverte et on peut toujours reprendre à zéro et on peut toujours recommencer. Et c'est ça aussi qui va leur permettre de tester cette pérennité du lien. Quand vous dites recommencer, c'est finalement on revient à l'étape où tout allait bien. Et dans ce cas-là, comment on peut progresser? Parce que l'idée d'une formation, je vois nos jeunes, on les accueille entre 6 mois et 12 mois. Bon, il y en a qui arrêtent plus tôt, parce que le système était sans doute pas pour eux. Vivre en collectivité, c'est compliqué. Un rapport aussi normé qu'un régiment du SMA, il y a des contraintes, il y a des horaires, il y a nous aussi une discipline qu'on donne, et que certains nous disent je la cherchais, j'en avais besoin, mais on voit bien qu'on est obligé d'avancer parce que notre mission, c'est que ce jeune qui nous a fait confiance en signant son engagement, qui est un geste fort et qu'on essaie de valoriser, il va falloir entretenir cette motivation et puis surtout progresser, c'est-à-dire que et on ne peut pas forcément tout le temps recommencer. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que on ne recommence pas complètement parce que quand on a fait ça, on a montré qu'on était quelqu'un de fiable dans la relation. On a montré qu'on était
digne de confiance, c'est que voilà, on pouvait avancer sur la base d'une relation construite. Donc c'est pas complètement repartir de zéro. C'est juste se dire on efface l'ardoise, en fait. C'est plutôt ça. C'est plus l'aspect un peu seconde chance. Voilà, il y a eu ça. ça, mais ok, j'ai compris pourquoi. Ce que je veux, c'est que tu comprennes aussi pourquoi. À la rigueur, le faire formaliser, c'est peut-être important aussi d'avoir des moments de formalisation que le jeune... C'est possible, c'est possible. Ça, je ne saurais pas vous dire, mais effectivement, ce qui symbolise la réussite d'une manière générale, c'est quelque chose d'important. Donc, formaliser la réussite d'un engagement, voilà. Qu'elle soit petite ou grande, qu'elle soit professionnelle ou juste comportementale, associée sans doute. Oui, ce qui m'intéresse, c'est aussi le rapport au groupe. On sait bien que le vivre en collectivité peut générer des tensions, on l'a abordé il y a quelques minutes, mais vous l'avez dit, certains ont besoin enfin besoin, c'est pas exactement le terme, mais vont avoir un comportement violent pour assurer leur place dans le groupe. Comment on peut faire avancer le groupe de façon bénéfique et pas comme étant vécu comme une tension Alors là, je ne saurais pas répondre à votre question. Oui. Est-ce que c'est justement d'avoir des comportements relativement sains, des règles qui sont équitables pour tous, qui participent de cela? Oui, ça c'est sûr, assurer l'équité pour tous, mais en même temps la reconnaissance des individus et de leur situation particulière à travers l'équité du traitement. Oui, c'est pour ça que j'employais le mot équité, non pas égalité. On sait qu'il y a des gens qui ont besoin de plus d'attention que d'autres, certains qui ont besoin d'être valorisés sur tel ou tel domaine, donc c'est pour ça que je parlais d'équité, pas d'égalité, qui serait la même chose pour tous. Et par rapport à ce que vous dites, ça serait justement pas l'une des bonnes voies d'avoir un système complètement égalitaire. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous aviez d'autres points, je sais pas, par exemple des attitudes à éviter dans l'accompagnement, parce qu'on a vu les pistes de travail, de comportement qu'on pourrait avoir à travers la valorisation, la reconnaissance, ce petit supplément d'âme à donner. Est-ce qu'il y a des attitudes à ne pas avoir qui ne seraient pas forcément que l'opposé? Finalement, c'est en miroir de tout ce qu'on a dit. C'est effectivement l'aveuglement à la singularité des situations, l'aveuglement à l'individu, l'aveuglement à la fragilité des parcours et le fait de traiter tout le monde exactement, enfin sous prétexte d'égalité justement, de traiter exactement tout le monde de la même façon sans prendre en compte l'individualité, ça va provoquer un sentiment très fort de déni de reconnaissance de la part de ces jeunes. S'ils ont l'impression d'être traités comme un dossier, comme un numéro, comme voilà, par un professionnel qui ne s'investit pas dans son métier parce qu'il est blasé, parce qu'il est fatigué et que finalement il ne voit pas les individus derrière les personnes qui l'accompagnent. Ça c'est très très violent pour les jeunes accompagnés, c'est très difficile à vivre. Et ce que ça va provoquer en termes de réaction, ça va être des tactiques de préservation de soi, des tactiques de préservation de sa dignité de la part de ces jeunes gens. Donc ils vont réagir en montrant une position d'acteur qui va se traduire par de l'agressivité, de l'arrogance, de la violence verbale, physique, notamment à travers, face à la personne qui leur oppose une dépersonnalisation de la relation. Ça peut se traduire comme ça, mais ça peut aussi se traduire par une forme de désengagement complet de la relation, de désengagement par rapport au projet, de rupture. On s'en va, on quitte tout. Oui, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ça peut être très immédiat finalement. Ça peut être très immédiat, ça peut être très soudain, du jour au lendemain. Et est-ce qu'il y a des moyens, alors dans ce cas-là, de pouvoir rattraper on voit bien à travers de ce que vous nous dites qu'il y a des moyens de rattraper, mais il y a sans doute aussi des moyens d'identifier des petits signes avant-coureurs où c'est vraiment quasiment comme on dit
chez nous du go no go, quoi. C'est quasi binaire. C'est avant je t'aimais et puis après je t'aime plus, donc je pars. Oui, alors ça, j'avoue que des signes avant-coureurs, je suis pas sûre que ce soit facile à identifier. Sur, je sais pas, du langage, ouais, c'est vrai que lorsqu'on est dans de la relation individuelle, c'est difficile d'avoir des... Parce qu'il y a de l'incompréhension qui va aussi se traduire par beaucoup de non-dits, donc quelquefois ça explose du jour au lendemain, mais sans qu'il y ait eu du point de vue du professionnel qui accompagne, sans qu'il y ait aucun signe avant-coureur ni préparation. Donc ça, je saurais pas vous dire. La possibilité de repérer ce type... Je crois qu'à un moment donné, c'est toujours dans une relation de face à face, lorsqu'on commence à se comprendre, c'est d'être toujours en éveil par rapport à l'autre et puis c'est de le ressentir même si c'est pas formalisé, c'est d'entretenir ce lien un peu particulier entre l'apprenant et puis celui qui apprend, entre celui qui est accompagné et celui qui accompagne. Je pense que je vois que le temps tourne. Est-ce que vous auriez, je dirais, 4 ou 5 grands points que vous voudriez un peu sur les conditions de l'adhésion à l'accompagnement, si vous aviez 4 points pour résumer. Alors sur les conditions de l'accompagnement, de l'adhésion à la qualité de l'accompagnement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une adhésion qui va reposer essentiellement sur la qualité de la relation. C'est une qualité de la relation qui va reposer sur l'implication des professionnels. De fait, on attend beaucoup des professionnels. Ces jeunes attendent beaucoup des professionnels. Ils attendent à la fois de la disponibilité, aussi de la persévérance dans le temps, de la persévérance du lien, de l'écoute. C'est extrêmement important et c'est ce qui va permettre de créer une relation de confiance avec les jeunes. Donc, garantir la pérennité du lien malgré les échecs. Voilà. On claque la porte, mais malgré tout, c'est possible de revenir. Il faut laisser la porte ouverte. Être à l'écoute, mais ne pas se montrer intrusif. C'est-à-dire que ne pas chercher à rentrer plus dans la relation interpersonnelle que ce que le jeune laisse ouvrir. C'est-à-dire que c'est être à l'écoute au moment où le jeune le demande, mais ne pas venir chercher de l'histoire personnelle ou de la relation si elle n'est pas demandée aussi. C'est respecter aussi le désir de distance de ces jeunes quand il est exprimé, et donc ne pas forcer l'implication aussi, ça c'est important. Avoir des objectifs progressifs qui prennent en compte les difficultés du parcours antérieur des jeunes, c'est-à-dire avoir confiance qu'on a en face de soi des jeunes qui sont fragiles, qui ont des difficultés à répondre à des objectifs trop importants et savoir réduire ces objectifs pour ne pas mettre les jeunes en position d'échec et leur permettre de se sentir reconnus et valorisés dans leur petite réussite quotidienne. Et puis c'est aussi maintenir un cadre cohérent avec les valeurs qui sont énoncées, donc effectivement être dans l'équité, être juste, savoir poser des limites, parce que être à l'écoute, être dans l'empathie, être compréhensif, ça va aussi avec savoir poser des limites, et c'est aussi un respect et une autorité qu'on acquiert parce qu'on est capable de montrer qu'on sait poser un cadre aussi. Et puis pas montrer de faiblesse parfois lorsqu'on n'est que dans l'écoute et dans l'empathie. C'est finalement on ne donne rien, on ne délivre rien et on n'aide pas finalement. Je t'écoute, je te comprends, mais tu vois, t'écouter et te comprendre, c'est aussi te dire qu'il y a des règles à respecter et que tu ne pourras pas vivre avec les autres ou ça ne peut pas fonctionner dans le collectif si tu ne respectes pas ces règles. Et donc ils sont quand même capables de comprendre qu'on puisse également avoir des exigences vu qu'ils en ont vis-à-vis de nous. Ils comprennent très bien qu'on peut avoir des exigences. Ils comprennent très bien. À partir du moment où c'est juste. À partir du moment où c'est juste, oui. Et qu'ils sont capables d'y répondre. Ce ne sont pas des exigences qui les mettent en grande difficulté. S'ils sont capables d'y répondre, c'est légitime, ils les comprennent. Ils sont tout milieu comporte des règles, ils savent ce que c'est que des règles. Mais simplement, il faut leur faire intégrer la légitimité de ces règles. D'accord. Je vous remercie. Je pense que il y a eu énormément d'éléments éclairants qui vont nous aider.
On remontera si j'ai d'autres questions pour poursuivre éventuellement ce travail grâce aux cadres qui vont nous rejoindre et puis les remontées qu'on peut avoir du terrain, des jeunes. Et si vous avez besoin de venir dans l'un de nos régiments, bien évidemment, vous serez toujours accueillis avec joie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.